Psychologie, livre suite du docteur Geley, introduction, G-E-L-E-Y. Ses qualités les plus essentielles, étendue, impénétrabilité, soumise à l'analyse, apparaissaient tout à fait illusoires. Les solides n'avaient de solide que l'apparence, et cette apparence était essentiellement relative à nos sens. Avec Ampère, A-M-P-E-R-E, Faraday, F-A-R-A-D-A-Y, Tyndall, T-Y-N-D-A-2-L, etc., on ne pouvait plus voir dans un corps prétendu solide qu'un agrégat de milliards d'atomes mobiles, gravitant les uns autour des autres, ne se touchant nulle part, mais séparés par des distances relativement considérables. L'atome lui-même n'apparaissait bientôt plus que comme une nécessité de logique, une fiction commode, mais sans réalité vraie. L'atomisme devenait dynamisme. L'atome n'était plus qu'un tourbillon, selon Helmholtz, H-E-L-M-O-L-T-Z, un centre de force, et les forces elles-mêmes se ramenaient logiquement au mouvement. Le matérialisme n'a donc pas plus de valeur ni d'importance scientifique que le spiritualisme. Alors là, on cite Guyot, voilà. Dans l'irréligion, j'arrive pas à le dire, l'irréligion de l'avenir. I-2-R-E-L-I-G-I-O-N. Guyot, G-U-Y-A-U. Donc on cite Guyot, le matérialiste, dit admirablement Guyot, croit faire de la science positive. Il fait lui aussi, tout comme l'idéaliste, de la poésie métaphysique. Seulement ses poèmes, avec leur construction imaginative, sont écrits en langue d'atomes et de mouvements, au lieu d'être écrits en langue d'idées. Ceux de nos savants qui spéculent ainsi sur la nature des choses sont des Lucrèces, L-U-C-R-E-C-E, des Lucrèces qui s'ignorent. Fin de citation. En réalité, le seul système de philosophie scientifique est le monisme, M-O-N-I-S-M-E, petite note 1. Cette doctrine a été résumée par Haeckel, H-A-E, C-K-E-L, A-E-A-E dans la, comme Laetitia, donc résumé par Haeckel dans une courte brochure, Le monisme, lien entre la science et la religion, traduction de V. de Lapouge, L-A-P-O-U-G-E. Fin de la petite note 1. Je reprends la phrase. En réalité, le seul système de philosophie scientifique est le monisme, avec sa conception grandiose d'un principe unique, à la fois intelligence, force et matière, embrassant tout ce qui est et tout ce qui est possible, cause première et cause finale, dont les différenciations ne seraient que des formes diverses de mouvement. Cette doctrine est d'accord avec toutes les constatations scientifiques. Elle s'appuie non seulement sur les sciences naturelles, mais surtout ce que nous enseigne la physique, la mécanique et la chimie, touchant l'immortalité de la matière et de la force, leur transformation et leur unité probable. Les conséquences du monisme sont des plus importantes. Tout d'abord, c'est le rejet définitif de la conception d'une divinité extérieure à l'univers. C'est en effet une hypothèse inutile, conformément aux vieilles et irréfutables arguments panthéistes, P-A-N-T-H-E-I-S-T-E. Donc, je reprends la phrase, c'est en effet une hypothèse inutile, conformément aux vieilles et irréfutables arguments panthéistes, qui nous montrent la cause première, elle-même sans cause, comme au moins aussi incompréhensible pour nous en dehors de l'univers que dans l'univers même, de sorte que placer cette cause première en dehors,
c'est simplement reculer la difficulté et non la résoudre. De plus, même au point de vue moral, c'est une hypothèse vraiment peu rationnelle, comme l'a bien montré Guyot. En dépit des subtilités théologiques et des paradoxes de l'optimisme, le Dieu Tout-Puissant serait responsable de tout le mal constaté dans l'univers. Il est plus moral et plus consolant d'attribuer le mal à la nature aveugle. Le mal, M-A-L. On cite Guyot, les vers d'un philosophe. « S'il est des malheureux, il n'est point de bourreau, et c'est innocemment que la nature tue. Je vous absous, soleil, espace, ciel profond, étoile qui glissez, palpitant dans la nue, ces grands êtres muets ne savent ce qu'ils font. » Guyot, les vers d'un philosophe. Du reste, le monisme naturaliste offre une explication satisfaisante du mal en faisant la condition du perfectionnement de l'espèce et en nous laissant espérer le bien futur, acquisition finale, probable de l'évolution. Le bonheur de nos descendants sera le fruit de nos souffrances. Le monisme, ainsi compris, offre-t-il une interprétation satisfaisante de l'univers? Au point de vue rationnel, peut-être. Au point de vue moral, non. La perspective du perfectionnement, d'ailleurs non rigoureusement certain, de l'espèce, n'est qu'une consolation très relative au sacrifice de l'individualité, aux souffrances sans compensation des êtres vivants. Les espérances de justice et de bonheur personnel s'évanouissent, et dès lors, le pessimisme apparaît comme la conséquence inévitable de cette interprétation scientifique de l'univers. Toutes les objections faites au pessimisme ne peuvent tenir devant cette simple et très ancienne constatation: la somme des douleurs terrestres l'emporte sur la somme des plaisirs. Donc, la vie terrestre, en ce qui concerne l'individu, est un mal. Quant à nier la prédominance des douleurs dans la vie humaine, ce n'est guère possible. Elle est évidente d'abord pour tous les hommes un peu élevés. Leurs plaisirs, sauf exception, ne sont pas complets. Ils sentent trop la limitation de leurs forces et de leurs facultés, l'impuissance de réaliser leurs espérances ou d'atteindre pleinement leur idéal. D'autre part, leur sensibilité trop développée multiplie pour eux les occasions de douleur et la douleur elle-même, et l'instinct ou la conscience de l'universelle solidarité leur fait trop ressentir tout ce qu'il y a de misère, d'injustice et de souffrance autour d'eux et loin d'eux. Pour les médiocres, qui constituent la masse de l'humanité, les conclusions pessimistes sont moins évidentes. La vie terrestre semble leur offrir souvent une moyenne satisfaisante de bonheur, parce que leurs facultés physiques et psychiques, leur élévation morale, leur sensibilité sont adéquates aux conditions vitales ambiantes. Sans doute, ils n'ont pas de ces grandes joies émotives qui emportent l'être élevé au-dessus des réalités banales, mais une foule de petites satisfactions infiniment plus fréquentes qui leur suffisent largement. S'ils n'évitent pas le mal, ils restent du moins au-dessous de ces grandes douleurs morales qui brisent les forces, annihilent l'intelligence, mais, laissant intacte la sensibilité, deviennent en même temps de véritables souffrances physiques. Si par hasard un grand chagrin les effleure, ils ont un dérivatif que les êtres élevés n'ont plus, l'esprit de haine et de vengeance. Ils ont enfin une suprême ressource, le suicide, qui échappe aussi à ces derniers. Petite note, ce n'est pas là un paradoxe. Les suicidés sont presque toujours des médiocres quand ce ne sont pas des malades. Les êtres élevés ne peuvent pas plus se détruire volontairement qu'ils ne pourraient assassiner, faire sciemment le mal ou simplement haïr. Fin de la petite note. Là, j'ai un peu mieux compris
la première partie, j'avais du mal. Là, la deuxième partie de cette introduction, de l'être subconscient selon Gustave Gelet, c'est ardu, mais on comprend quand même des petites choses, hein, des petites bribes. Là, c'était un peu plus compréhensif, en tout cas, un peu plus compréhensible pour moi. Voilà. À bientôt, c'est un cours, hein, c'est comme un cours de psychologie, il faut évidemment relire et réécouter plusieurs fois, évidemment. Ça me semble évident. À bientôt sur Cham Télé.